les normes de comportement que nous pouvons acquérir sur les lieux professionnels et qui sont, n'est-ce pas, liées à des règles et à des normes sociales, ces normes de comportement, eh bien, elles sont intériorisées, elles sont incorporées. Et elles deviennent donc non seulement des habitudes de se comporter ou d'agir, mais elles deviennent aussi des habitudes de penser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez aller, n'est-ce pas, sur Tinder, vous allez aller sur des sites de rencontres, comme vous allez à un entretien d'embauche en ayant une posture de réification, de faire valoir vos fonctions et vos aptitudes. C'est-à-dire que vous avez bouffé la grammaire générative du numérique au point que, si vous voulez, ce qui est valable à un moment donné pour le travail le devient aussi dans les relations amoureuses, familiales, amicales, sociales. Ça s'appelle Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui est sans doute un des plus grands sociologues français, Pierre Bourdieu appelle ça un habitus. Un habitus, c'est en quelque sorte cette incorporation, cette intériorisation des normes sociales, des règles, qui fait qu'elles deviennent des catégories symboliques pour penser le monde, pour penser le sujet, pour penser l'être. Il n'y a pas de crise écologique, vous ne le saviez pas. J'y vais fort. Hein. Bon, il n'y a pas de crise écologique. Il n'y a qu'une crise anthropologique. Pourquoi ? Parce que la crise écologique n'est que le symptôme de cette crise anthropologique. Pourquoi voudriez-vous que les humains traitent mieux la nature qu'ils ne se traitent eux-mêmes et qu'ils traitent les autres ? Donc les catastrophes environnementales ne sont que le miroir de la manière même dont nous nous traitons. Là est le problème, voyez. Alors, donc on a parlé donc des habitus. Alors, le problème de l'habitus, quand même, pour ne pas passer là-dessus, parce que c'est un point auquel je tiens beaucoup, les habitus, c'est pas non plus automatique. Nous ne sommes pas des robots, n'est-ce pas ? Les habitus, ce sont des systèmes, si vous voulez, qui s'agrègent au niveau de chaque individu, de singularité, au niveau de chaque communauté. Et bien évidemment, ils ne sont pas monolithiques. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait, c'est un peu ça l'appel des appels, ce que Bourdieu appelle des habitus clivés. C'est-à-dire une tension entre l'habitus qui m'est prescrit et l'habitus auquel je suis habitué ou attaché. Par exemple, pour faire très simple, si vous voulez, Don Quichotte, luttant contre les moulins à vent, est l'exemple romanesque d'un habitus clivé. Il est en détresse au moment où la culture renonce à ses idéaux de chevalerie. L'habitus clivé, c'est par exemple l'habitus des travailleurs immigrés qui sont à la fois pris en tension entre leur culture d'origine et la culture d'accueil, si j'ose dire. Vous voyez ? Eh bien, cet habitus clivé, vous le retrouvez aujourd'hui, je n'ai pas le temps là de vous en parler en détail, mais on pourra en parler dans le débat si vous voulez, vous le retrouvez par exemple dans les services publics. Dans les services publics, n'est-ce pas, par exemple, si vous prenez France Télécom devenue Orange, c'est évident que vous passez d'une organisation des services en termes de mission d'intérêt général, d'intérêt public, à une entreprise qui doit licencier 22 000 personnes, enfin s'arranger pour qu'elles partent, et finalement satisfaire des critères financiers pour les investisseurs. On est dans tout à fait autre chose. Si vous prenez également la question de l'hôpital, la question du soin, la question de l'éducation, enfin, tous ces métiers-là, vous voyez, la souffrance des praticiens, des professionnels, c'est quoi ? C'est qu'ils sont pris dans le clivage d'habitus entre la manière dont on leur a appris que la priorité, c'était soigner, c'était éduquer, c'était informer, c'était juger, si on est magistrat, et puis, en quelque sorte, autre chose qui leur est greffé par souvent, il faut bien le dire, des technocrates, des gestionnaires, des experts, qui imposent une rationalité que j'appelle pratico-formelle. Bon, j'emprunte un peu les mots à Max Weber, très grand anthropologue, sociologue, comme vous savez. Eh bien, la rationalité pratico-formelle, c'est quoi ? La rationalité pratique, c'est les affaires. C'est combien j'investis, combien ça me rapporte. Et la rationalité formelle, c'est le droit. Enfin, le droit au sens du droit mou, parce que là aussi, il y aurait un grand débat à mener autour du droit. On n'est pas dans une société du droit au sens souverain du terme, on est dans une société de la conformité formelle, ce qui est un autre problème. Alors, pour aller très vite sur l'appel des appels, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces professionnels, ils ont réagi en disant, mais là, il
il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi, je ne me reconnais pas dans mon boulot. Je veux faire de la recherche, par exemple. Je vous donnerai également des exemples. Je vais faire de la recherche. Donc, j'ai un projet de recherche. Ce projet de recherche, je le présente au conseil scientifique de mon université. Je le présente également au ministère de l'Enseignement supérieur, etc. On le finance ou pas. Mais c'est plus ça. Faire de la recherche aujourd'hui, c'est répondre à des appels d'offres. Donc, toute cette nouvelle langue est une nouvelle manière de penser et qui altère considérablement la possibilité de faire son travail. C'est pour ça que les gens démissionnent. C'est pour ça que les gens se foutent en l'air. C'est pour ça que les gens sont mécontents. Mais le danger serait de considérer que c'est la faute des machines, c'est la faute des algorithmes, c'est la faute des nouvelles technologies. C'est pas ça. Vous voyez, de la même manière que les canuts, en se révoltant, ils ont cassé les machines. Mais c'est pas la faute des machines. C'est la faute de l'usage qui peut en être fait. C'est ça qui est extrêmement important.